Bonsoir la famille, donc ce soir nous allons partir en Australie. Bienvenue en Australie. À la découverte d'un chien exceptionnel. Une vidéo pour laquelle j'ai beaucoup travaillé et qui réunit des documents qui n'ont jamais été publiés auparavant. Le résultat d'un croisement assez simple, mais qui au final a donné un résultat hors du commun. Un chien fort, rapide, courageux, avec un flair extraordinaire, et ce chien australien c'est le Bull Arabe. Et on va parler de ça tout de suite, c'est parti. Pour cette vidéo, c'est avec grand plaisir que je vous présente ma première collaboration commerciale. Alors j'ai vraiment pris le temps de bien choisir et donc je suis très heureux ce soir de vous présenter la maison LTN. Un artisan français qui fait des colliers pour chiens de haute qualité à la main. J'ai eu la chance de voir son atelier et sa façon de travailler, c'est impressionnant, c'est du travail d'orfèvre. Donc il y a deux collections, classiques, c'est-à-dire un collier droit, et signature avec un collier évasé plus travaillé. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez choisir la texture du cuir, lisse, effet python, effet crocodile, la fourrure en peau de mouton et même jusqu'à la couleur des fils. Le site est très bien fait et bien sûr vous pouvez embosser le nom de votre chien, de votre kennel, enfin ce qui vous fait envie. Tout est cousu au point sellier, une technique artisanale haut de gamme. Et donc si c'est sur cette chaîne, vous vous doutez bien que toutes les tailles sont disponibles. Donc des matières nobles, des produits faits main, sur mesure, qui rejoignent vraiment l'univers et les valeurs de cette chaîne. Donc allez-y, la maison LTN, contact sur le site, sur Instagram, sur Facebook. Faites-vous plaisir en soutenant l'artisanat local d'un passionné. Et puis au passage, vous soutenez ma chaîne aussi, quoi. Bon, déjà je voudrais remercier les personnes qui m'ont conseillé de faire cette vidéo, notamment un message de Arthur qui me dit qu'il est là depuis les 1000 abonnés. Ça fait chaud au cœur, ça fait toujours plaisir. Je voudrais aussi remercier Brian Neal qui m'a beaucoup aidé et sans qui je n'aurais pas pu faire cette vidéo avec autant de précision. Donc le Bull Arabe. Bon, déjà un nom un peu trompeur, ça fait pas très australien. On parlera un peu plus tard de l'origine de ce nom. Donc la création de ce chien a démarré en 1972 avec un homme qui s'appelle Errol Mike Hodgins. Alors il faut comprendre le contexte. Déjà à l'époque en Australie, il y avait beaucoup de sangliers et la game meat, c'est-à-dire la viande de gibier, était très populaire. Il y avait beaucoup d'argent à se faire puisque dès les années 80, ils ont commencé à exporter partout dans le monde. Mais même de manière générale en Australie, donc il y a beaucoup de magasins qui sont spécialisés dans le game meat. Donc à la base, Mike Hodgins a fait un mix assez simple, 50% de Bull Terrier, 25% de Greyhound et 25% de German Short-Haired Pointer. Certains parlent de English Pointer, mais on va voir plus tard qu'il a été utilisé un peu après et pas très longtemps. Donc parmi les documents exceptionnels dont je vous parlais, vous voyez ici les chiens qui ont servi au premier mix. Donc ici vous voyez les deux Bull Terrier femelles, ensuite les deux Greyhound et ici le German Short-Haired Pointer. Ici vous voyez un mix Greyhound German Short-Haired Pointer, qui a aussi été utilisé à un moment de la création de la race. Bon, les photos sont pas d'une qualité extraordinaire, forcément, voilà, c'était il y a longtemps. Et sur cette photo, vous voyez la première paire que Hodgins a considérée comme Bull Arabe. Alors c'est intéressant, parce qu'on voit encore le côté un peu massif du Bull Terrier. Ils ne sont pas aussi athlétiques qu'ils le sont maintenant, c'est le début. Alors pour le nom, on entend plusieurs histoires, mais on entend notamment que Bull viendrait de Bull Terrier, forcément, et Arabe parce que ça ferait référence donc aux Saluki, ces chiens du Moyen-Orient, qui feraient référence au fait qu'il a utilisé du Greyhound. Après, moi j'ai une autre version un peu plus sombre, un peu moins claire, voilà, qui dit que en fait Hodgins il avait un livre, il avait un vieux livre qui parlait, voilà, on ne sait pas exactement de quoi ça parlait, de Molos, qui s'appelait Bull and Arab. Voilà, un livre qui parlait d'une race centenaire. Et voilà, il aurait accroché sur le nom, tout simplement. Voilà, Bull and Arab, il serait dit, tiens, Bull Arabe, ça sonne bien, et puis voilà. Après, vous me direz, il suffirait de lui demander. Et non, c'est pas si simple, considérant la personnalité de Mike Hodgins. C'est un personnage très controversé, pour plusieurs raisons. Donc il a commencé la création de cette race vers environ 1970 et il a arrêté en 1981 à cause de plaintes de son voisinage, notamment dû à, on va dire, son organisation, l'organisation de son kennel. En gros, c'était catastrophique, pas propre, bruyant, trop de chiens, pas assez d'espace et une personnalité très peu conciliante. Donc après plusieurs plaintes et condamnations, il a été interdit de posséder des chiens dans l'état du Queensland. Ah, c'est la merde, putain, les gens n'aiment même pas, quoi. Et l'une des rares apparitions de Mike Hodgins à la télévision, dans un média, c'était pas pour parler de son programme d'élevage, c'était pour virer une journaliste dans l'état du New South Wales où il s'était installé à 15 km de la frontière du Queensland, voilà, pour éviter l'interdiction d'avoir des chiens. If you've got a problem with your dogs. Out of the yard. Quick. Out of the yard. Mr. Hodgins, do you... Out of the yard. Out of the yard. Quick. Mr. Hodgins, I think Who you're told being you a to bit... get in? Michael, Out of the yard. Quick. Out. Do you think you might have a hide, Out. Mr. Hodgins? Out. Do you think you might Out. have a hide?
Merde. Certains remettent aussi en cause la simplicité du croisement, Tu me diras quand la critique sera finie. Elle est finie. mais il faut avouer que là-dessus, la grande majorité des utilisateurs s'accordent à dire qu'en 10 ans, il a créé un chien génial. Le Bull Terrier a apporté la puissance et la ténacité, le Greyhound a apporté la rapidité, le drive et la qualité de chien de prise, et le German Pointer, le flair indispensable pour la track. Et ces trois races se sont parfaitement complétées en donnant un côté super athlétique au chien. Quand Hodgins a arrêté en 1981, le projet a été lancé, les boules arabes créées, et le projet a été continué par plusieurs éleveurs très compétents. Donc je le répète, à l'époque, la chasse au sanglier était en plein boom, il y avait beaucoup d'argent à gagner, les gens consommaient la viande, les agriculteurs payaient pour se débarrasser de la nuisance causée par les sangliers, et oui, les sangliers mangeaient les champs de canne à sucre par exemple. On distingue plusieurs lignées en fonction des éleveurs, mais aussi en fonction des races qui y ont été ajoutées par la suite. Peter Paulson, qui a commencé avec 2 chiens, donc un mâle qui s'appelait Septic et une femelle qui s'appelait Storm de chez Mike Hodgins. Il a plus tard utilisé du Saint-Hubert aussi dans sa sélection, et de l'English Pointer, comme je disais. Les 2 frères, Ray et John Arcidiacono, Ron Leonardi, Les Bugler et Guy Gondalini. Pas de photo d'eux, on est vraiment dans le monde du chien de travail, donc ce sont des personnes très discrètes, qui sont très connues dans le milieu du boule arabe, bien sûr, mais voilà, peu de médias. Donc ils ont tous commencé avec des chiens de chez Hodgins. Bon, il y a eu beaucoup d'éleveurs, mais ces quelques noms sont ceux qui ont vraiment marqué la progression du développement de la race par la qualité de leur élevage. Au sud-ouest du Queensland, il y a la lignée Warrego. Pour cette lignée, ils auraient utilisé des chiens qui avaient du sang de dog allemand. Pas du dog allemand directement, mais voilà, des chiens qui avaient auparavant été croisés avec des dogs allemands, et donc ils ont obtenu des chiens un peu plus lourds que la normale et un peu plus hauts sur pattes. Donc oui, en parlant de poids, donc un boule arabe classique, normalement, est entre 30 et 40 kg pour une femelle et 32 et 42 kg pour un mâle. Donc ce sont des chiens compacts, musculeux, avec un corps homogène, donc qui permet un équilibre optimal entre la vitesse, l'endurance et la puissance. Ce sont des chiens que beaucoup de chasseurs qualifient de Parfait. purs chiens de travail. Ils ont vraiment un drive exceptionnel. Et pour l'anecdote, donc la chienne sur cette photo, qui allait de ses chiots de 2 semaines environ, vient juste avant que la photo soit prise, elle vient d'aller choper un sanglier derrière la propriété où elle vit, quoi. C'est véridique. Donc la technique de chasse des Australiens est relativement simple, donc un pick-up, les chiens à l'arrière. Donc ils doivent d'abord capter l'odeur dans l'air, et si c'est le cas, ils sautent et continuent la traque avec la piste au sol jusqu'à rejoindre l'animal, le saisir, finir le tas. Voilà, ce sont des chiens de prise, au même titre que le dog argentin par exemple. Donc ils vont jusqu'au bout. Alors il y a un débat pour la distance de captation des odeurs dans l'air. Donc j'ai vu récemment sur un podcast avec une très grande visibilité, une personne qui disait qu'un chien pouvait sentir des odeurs à 10 km. Mais c'est trop. Oui. Bon, 10 km, il pourrait sentir un paquet de sangliers. On ne sait pas comment ils pourraient se fixer sur une piste unique. Bon, bref. Selon moi, ils peuvent probablement, oui, détecter avec le vent favorable un animal peut-être à 500 mètres, 800 mètres. Ou sinon, ce sont des molécules odorantes issues de la piste au sol, voilà, qui s'envolent avec le vent et la poussière. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Tout le monde s'accorde à dire que ce sont des chiens de chasse absolument exceptionnels, et comme je le disais tout à l'heure, en Australie c'était une activité professionnelle, donc ils rigolaient pas avec le choix de leurs chiens. Alors une question importante aussi qui se pose, c'est la sélection des proies. Parce que oui, en Australie, donc notamment dans le Queensland, il y a beaucoup d'espèces protégées qui sont vulnérables avec les chiens de chasse. Et ça, c'est un point de dressage que les chasseurs australiens prennent très au sérieux. Donc, faire en sorte que le chien ne poursuivent que des sangliers, parce que ce serait la catastrophe si le chien attaquait un wombat par exemple ou un autre animal protégé. Donc il y a plusieurs techniques qui permettent de faire ça, et ça implique un entraînement du nez, du flair et du visuel. Aujourd'hui la race est toujours activement élevée, et la question qui se pose souvent c'est comment être sûr qu'on a un vrai boule arabe. Bah oui, parce que c'est un chien de travail, beaucoup de personnes les mixent avec d'autres choses. Pas forcément le pitbull d'ailleurs, j'ai eu la confirmation, c'est une énorme interdiction du pitbull en Australie qui est quand même assez respectée. Donc, et puis de manière générale, tous les éleveurs de boules arabes ont dit que pour le coup, le pitbull n'apportait pas grand chose au mix. Donc pour éviter d'acheter un faux boule arabe... Il n'y en a pas un de faux chez moi. Faites très attention. Oui, bien sûr, il y a des personnes qui prétendent faire du boule arabe, ce ne sont pas de vrais boules arabes. Et je pense que... C'était inévitable. Ah, je suis taquin. Donc pour éviter d'acheter un faux boule arabe, c'est assez simple parce qu'il y a un registre officiel. L'ABBA, The Australian Bull Arab Breeders Association. Donc juste vous vérifiez que le chien fait partie de ce registre et vous êtes sûr d'avoir un boule arabe. Donc avant d'acheter un boule arabe, avant de le commander, vérifiez qu'il fait partie du registre et normalement il n'y aura pas de souci. Après bien sûr l'autre solution c'est de faire appel à des éleveurs reconnus. Au niveau du caractère, c'est un chien très énergétique avec beaucoup de drive. Alors ils pourraient faire de très bons chiens de compagnie, ils sont très bons avec les humains, ils sont peu réactifs avec leurs congénères, mais franchement leur besoin de dépenses énergétiques et de stimulation mentale est tel
que honnêtement ils ne font pas de bons chiens de compagnie. Mais toute cette énergie, cette motivation et cette intelligence peuvent bien sûr être adaptées au sport. Donc en général, les chiens sont vendus à des chasseurs et les éleveurs disent souvent que le succès d'un élevage dépend aussi de ceux à qui tu vends. Les éleveurs, dites-moi si vous confirmez cette phrase. Voilà la famille, le boule arabe. Bon, c'est un chien fascinant, hein. Et alors là, vous voyez les photos, hein. Si vous tapez sur Google boule arabe, c'est pas les mêmes chiens qui ressortent, hein. Là, vous avez des vrais boules arabes, hein. Les photos, c'est impressionnant comment ils sont athlétiques. Ici, ce sont des chiens de chez John Arcidiacono, un chien de chez Ron Leonardi. Donc vous voyez, ça, ce sont des vrais boules arabes. Là, on peut vraiment se rendre compte du physique athlétique de ces chiens. Ils sont impressionnants. Aujourd'hui, ces chiens sont très présents en Europe. Ils sont beaucoup importés, notamment en Allemagne. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi trouver des éleveurs en Europe. Mais bon, si vous voulez importer d'Australie, vous pouvez contacter Brian. Je mets son contact dans ma description. Merci pour tous vos commentaires. Sur l'Eisterberg, la dernière fois, c'était exceptionnel encore, comme d'habitude. Donc allez-y, dites-moi ce que vous pensez de ce chien. Comme vous le voyez, je lis tous les commentaires. Donc si vous avez des races à me proposer, allez-y. J'ai bien regardé aussi les races françaises que vous m'avez conseillées la dernière fois. Ça va arriver. Si vous êtes là, c'est que vous m'avez suivi jusqu'au bout. Donc je vous en remercie. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager cette vidéo. C'est très important. C'était Jungleman et je vous dis à bientôt. Ciao!